l'éclair. Allez, ma chère Alice, je vais vous dire top. Et à partir du top, vous commencez quand vous voulez. Donc la première, c'était... Par quel poème aimeriez-vous vous présenter? Par quel poème aimeriez-vous présenter? Ok. Top. Haut l'éclair, 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 haut l'éclair. C'est bien ça. Alors, j'ai hésité entre De à Egypto de Pound et ce poème de Tsetaïva que je vais lire. Les nuits sans celui que l'on aime et les nuits avec celui qu'on n'aime pas. Et les grandes étoiles au-dessus de la tête en feu et les mains qui se tentent vers celui qui n'est pas, qui ne sera jamais, qui ne peut être, et celui qui le doit, et l'enfant qui pleure le héros, et le héros qui pleure l'enfant, et les grandes montagnes de pierre sur la poitrine de celui qui doit en bas. Je sais tout ce qui fut, tout ce qui sera, je connais ce mystère sourd-muet, que dans la langue menteuse et noire des humains, on appelle la vie. J'ai trouvé que c'était un poème qui était très beau sur la notion d'expérience de vie, qui montre finalement que justement il y a ce sentiment parfois d'injustice dans le fait qu'on ne se retrouve pas forcément avec la bonne personne, on se dise que pourquoi on a vécu ça, pourquoi on a expérimenté des choses qui n'étaient pas bonnes pour nous, qui n'étaient pas ce dont on avait besoin. Et finalement, il y a cette intuition finale presque métaphysique. C'était ce que j'avais besoin de vivre, c'était cette expérience de vie que j'avais besoin de prendre. Et cette intuition qu'elle décrit toujours, même dans ses correspondances, finalement je savais, je savais ce que je faisais, je voyais où ça m'emmenait, je connais la vie. Elle expérimente quelque chose qui a toujours été chaotique chez Tsetaïva et en même temps très très passionnée. C'est comme si elle pointait du doigt toutes les erreurs qu'elle a faites, le sentiment qu'elle n'était pas avec la bonne personne ni au bon moment, et finalement que c'était son chemin. Haut l'éclair, 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 haut l'éclair. Écoutez, moi, je préférais, oui, un poème qui est un peu fondateur, qui a un peu défini les thèmes qui sont les miens en général, qui est Le rêve parisien de Charles Baudelaire. J'aime beaucoup parce qu'il y a ce contraste justement entre cette réalité idéale qu'on s'invente ou qu'on imagine presque spontanément et la réalité qu'on retrouve quand on redescend dans l'empirique en fait, et l'horreur qu'on y retrouve. Rêve parisien à Constantin Guy. De ce terrible paysage, tel que jamais mortel n'en vit. Ce matin encore, l'image, vague et lointaine, me ravit. Le sommeil est plein de miracles. Par un caprice singulier, j'avais banni de ces spectacles le végétal irrégulier, et, peintre fier de mon génie, je savourais dans mon tableau l'enivrante monotonie du métal, du marbre et de l'eau. Babel d'escaliers et d'arcades, c'était un palais infini, plein de bassins et de cascades, tombant dans l'or mat ou bruni, et des cataractes pesantes, comme des rideaux de cristal, se suspendaient éblouissantes à des murailles de métal, non d'arbres, mais de colonnades, les étangs dormants s'entouraient, où de gigantesques naïades, comme des femmes, se miraient. Des nappes d'eau s'épanchaient, bleues, entre des quais roses et verts, pendant des millions de lieues vers les confins de l'univers. C'étaient des pierres inouïes et des flots magiques, c'étaient d'immenses glaces éblouies par tout ce qu'elles reflétaient. Insouciants et taciturnes, des ganges, dans le firmament, versaient le trésor de leurs urnes dans des gouffres de diamants.
architecte de mes féeries. Je faisais, à ma volonté, sous un tunnel de pierreries, passer un océan dompté, et tout, même la couleur noire, semblait fourbie, claire, irisée. Le liquide enchâssait sa gloire dans le rayon cristallisé. Nul astre d'ailleurs, nul vestige de soleil, même au bas du ciel, pour illuminer ces prodiges qui brillaient d'un feu personnel. Et sur ces mouvantes merveilles planait, terrible nouveauté, tout pour l'œil, rien pour les oreilles, un silence d'éternité. En rouvrant mes yeux pleins de flammes, j'ai vu l'horreur de mon taudis et senti, rentrant dans mon âme, la pointe des soucis maudits. La pendule aux accents funèbres sonnait brutalement midi, et le ciel versait des ténèbres sur le triste monde engourdi. Pour ce qui est du nul astre d'ailleurs, nul vestige de soleil, même au bas du mois du ciel pour illuminer ce prodige qui brillait d'un feu personnel, je pense que c'est piqué à un poème d'Edgar Poe. No rays from the holy heaven come down on the long night time of that town, but light from out the lurid sea streams up the turrets silently, gleams up the pinnacles far and free, up domes, up spires, up kingly halls, up fanes, up Babylon-like walls, up shadowy, long-forgotten bowers of sculptured ivy and stone flowers, up many and many a marvelous shrine, whose wreathed friezes intertwine the viol, the violet, and the vine. Resignedly beneath the sky, the melancholy waters lie. So blend the turrets and the shadows there, that all seem pendulous in air, while from a proud tower in the town, death looks gigantically down. Vous voyez, cette tour est entourée d'une mer, et que cette mer, en fait, dans ses vagues, émet une sorte de lumière, en fait. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez similaire, justement, à cette lumière mystérieuse sans véritable origine, en fait, qu'il y a dans le poème, justement. Surtout qu'en plus, voilà, il y a le même sentiment de vide, en fait, de vide absolu, car il y a absolument, tout ça, c'est une architecture idéale et complètement fantasmatique. Haut l'éclair, 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 haut l'éclair. Par quel poème aimeriez-vous vous présenter? Je crois que très simplement, j'aimerais me présenter par un poème de l'un de mes poètes préférés, un poète un peu laissé de côté dernièrement, je trouve, Jules Supervielle. Et le poème en question s'appelle Nocturne intérieure. C'est un titre qui a été abandonné, j'ignore pourquoi. Et c'est un poème qui est issu du recueil La Fable du Monde. Encore frissonnant, sous la peau des ténèbres, tous les matins je dois recomposer un homme avec tout ce mélange de mes jours précédents et le peu qui me reste de mes jours à venir. Me voici tout entier. Je vais vers la fenêtre, lumière de ce jour, je viens du fond des temps. Respecte avec douceur mes minutes obscures, épargne encore un peu ce que j'ai de nocturne, d'étoiles en dedans, et de prêt à mourir sous le soleil montant qui ne sait que grandir. Et ces 4 premiers vers sont exceptionnels, je trouve, car il y a toute la simplicité et la complexité de Jules Supervielle dans quelques vers, c'est-à-dire qu'on est toujours sur un registre très simple, très humain, très lyrique au sens où c'est du jeu qui s'exprime,
Ce ne sont pas de grandes théories économiques ou philosophiques. Et en même temps, derrière cette simplicité, j'y retrouve une grande sensibilité très douce, propre à Supervielle, qu'on retrouve dans la plupart de ses poèmes, lorsqu'il ne parle pas de voyage ou d'exil et d'intérieur profond. Donc il y a quelques vers, notamment, sans lire tout le poème en entier, mais il y a quelques vers que je trouve remarquables. Un peu plus loin dans le poème, Supervielle parle à la lumière et lui dit « Je viens du fond des temps, respecte avec douceur mes minutes obscures, épargne encore un peu ce que j'ai de nocturne. » Évidemment, il faudrait le relire tranquillement et se le répéter intérieurement un peu plus doucement pour en apprécier la pleine substance, mais ce sont de très beaux vers, je trouve, très très doux. Donc c'est un poème sur le fait de se retrouver chaque matin face à la nouvelle version de soi-même. Ça me parle beaucoup. Haut l'éclair, 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 haut l'éclair. Par quel poème aimeriez-vous vous présenter? Il y a un poème écrit par Cristina Campo dans Le Tigre Absence qui ne cesse de me hanter. Je l'ai découvert il y a déjà 9 ans et c'est depuis une inspiration constante. Il s'intitule Journal byzantin. 2 mondes, et moi je viens de l'autre. Derrière Édan, les rues trempées. Derrière Édan, brume et lacération. Au-delà de chaos et raison. Porte minuscule et rude tente de cuir. Monde caché au monde, imprégnant le monde, inénarrablement ignoré du monde, par le souffle divin, un instant suscité, par le souffle divin, aussitôt effacé. Il attend la lumière voilée, le soleil enseveli, la prodigieuse fleur. 2 mondes. Et moi je viens de l'autre. Le seuil ici n'est pas entre monde et monde, ni entre corps et âme. C'est le tranchant vivant et efficace, plus aiguisé que la double lame qui creuse jusqu'à séparation de l'âme véhémente d'avec le délicat esprit, jusqu'à ce que le noyau, bien détaché, roule dans la chair, et des jointures d'avec les os, et des tendons d'avec la moelle, la lame qui discerne du cœur les terribles intentions, les violentes hésitations. Deux mondes, et moi je viens de l'autre. Ô clé qui ouvre sans fermer, ferme sans ouvrir et conduit tendrement le vaincu hors des murs de la prison et hors de l'ombre de la mort, et le sans logis sous les porches lumineux des 1000 yeux impassibles de qui a jusqu'au terme souffert, et des mains contre la nuit dressées dans le saint idéogramme de la bénédiction, dessinées, redessinées, selon les 8 tons qui séparent les 8 cieux, avec l'érotique encens et le funeste miron, au centre de la poitrine, au centre du soleil, là où le nom, crème répandue est ton nom. Ravi et immobile tourbillon à la vie de ce monde, et du monde de la mort, fait jaillir des sens nouveaux. Haut l'éclair, 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 haut l'éclair. Alors moi j'ai choisi un poème de Robert Frost qui s'appelle La route que je n'ai pas prise. Alors j'ai choisi parce que pendant toute mon adolescence, je pensais vraiment me diriger vers des études scientifiques. J'étais passionnée de mathématiques et j'avais commencé une licence en maths. Puis j'ai dû arrêter les études pendant un peu moins d'1 an. Et il y a comme une magie qui m'a menée vers la littérature et la poésie, et ça me rappelle ça. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveller,
Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Donc en fait, ouais, c'est un poème sur le changement de C'est vocation, très quoi. autobiographique en fait. Mais il est dans le cercle de poètes disparus, quoi. Ah, c'est vrai? Ouais, Ah, il j'en est souviens dedans, pas. ouais, J'en c'est souviens dedans. pas. And we all have a great need for acceptance. But you must trust that your beliefs are unique, your own, even though others may think them odd or unpopular, even though the herd may go, that's bad. Robert Frost said, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. And I want you to find your own walk right now, your own way of striding, pacing, any direction, anything you want, whether it's proud, whether it's silly, anything, 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 anything. Haut l'éclair, 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 haut l'éclair. Par quel poème aimeriez-vous vous présenter? Un poème qui vous résume? Et en quel sens il vous présente? Mon choix s'est porté très rapidement, presque automatiquement, sur un poème de Marina Tsvetaeva. Un poème qui figure dans le recueil Insomnie et qui se présente tel que ceci. Voici encore une fenêtre, où encore on ne dort. Peut-être on boit du vin, peut-être on est assis, ou simplement ils sont deux, qui ne défont pas leurs mains. Dans chaque maison, amis, il y a une fenêtre ainsi. Cris des ruptures et des rencontres, c'est toi? Fenêtre dans la nuit, peut-être centaines de chandelles, peut-être 3 chandelles. Non point de repos pour mon esprit, dans ma maison toujours, il en fut ainsi. Prie, ami, pour la maison sans sommeil, pour la fenêtre éclairée. Ce poème de Tsvetaeva est pour moi d'une importance capitale. Pourquoi est-ce qu'il est d'une importance capitale? Parce qu'il correspond à une période de ma vie où pour la première fois, non pas symboliquement, ni spirituellement, ni même esthétiquement, et c'est dire, mais littéralement, le poème a été pour moi un miroir. Parce que le soir où je l'ai lu, j'ai été cette femme à la fenêtre, fumant, buvant, et ne dormant pas au milieu de la nuit. J'ai été à la fois celle qui observe la fenêtre allumée, car depuis ma propre fenêtre, j'apercevais celle d'un voisin. Et j'ai été celle qui est derrière la fenêtre, car la mienne aussi était allumée. Il s'avère que lorsque j'ai lu ce poème, j'étais, c'est drôle, assise dans mon fauteuil, à boire du vin, à fumer, à lire. Et lorsque je me suis levée pour me diriger vers la fenêtre, je m'interrogeais sur ce que renfermait la fenêtre de l'autre, de cet autre, de ce voisin qui était en face de moi, dont la fenêtre était en face de la mienne. Et j'émergeais tout juste de la lecture de ce poème et je me suis sentie puissamment exister. J'ai eu l'impression d'être de l'autre côté de 2 fenêtres. À la fois celle que distinguait mon voisin, la mienne,
et celle que Marina Tsvetaeva avait construite à travers la page. J'étais devenue la poétesse, j'étais la poétesse, mais j'étais aussi l'objet du poème. Lorsque j'ai lu ce texte, lorsque j'ai lu ce poème de Marina Tsvetaeva, le monde s'est confondu. Le monde s'est modifié grâce à une seule et simple page, car les mots de Marina Tsvetaeva tiennent sur une seule et simple page, et j'ai pénétré des sphères poétiques jusqu'alors inconnues. Maintenant, j'ose affirmer, grâce à ce poème, que je connais la poésie. Je suis celle qui observe, et je suis celle qui est observée. Je suis moi-même, sans le vouloir, la fenêtre que j'aime voir dans le noir d'une nuit sans sommeil. J'ai terminé. Au l'éclair. Test. 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 Vous me recevez? Ah, très bien. Avez-vous eu des nouvelles de Jupiter? Par quel poème aimeriez-vous vous présenter? Telle est la première des 7 questions pour un ecclésiaste. Et puisqu'elle nous pousse à n'en garder qu'un seul, qui par quelque étymologique manière nous rendrait présents, j'irai chercher dans l'extrême instant d'un lieu désolé, la poésie d'un temps si reculé, qu'elle passerait, comme Charles Péguy le disait d'Homère, pour plus nouvelle que le journal d'aujourd'hui. En fait de paradoxe, voyez-vous, il n'est rien de plus frappant que la parole viscérale, agitée depuis les entrailles des prophètes hébraïques, ces fléaux fulgurants de symboles en action, celle de Jérémie en particulier. Jérémie, cet homme élu d'un Dieu dont il récuse à corps perdu la mission, ce prophète élevé contre les prophètes de métier venus d'une école, le plus humain des prophètes, qui porta sa vocation fatalement, non parce qu'il atteignit le point de non-retour, mais parce qu'il revint de tout. C'est pour l'acquiescement final d'un être écorché par son amour inconditionnel que certains versets du livre de Jérémie me présenteraient le mieux. Peut-être qu'une brève mise en contexte aiderait pour comprendre le passage que j'ai retenu, faute de pouvoir réciter tout le livre. Nous sommes au VIe siècle avant notre ère, au Moyen-Orient, dans une région de la Judée, plus précisément sur des terres au nord de Jérusalem, dans une ville appelée Anatote. Retenu captif en raison de l'agitation générée par ses prédications publiques, Jérémie est cloué à la porte du temple de Salomon. En proie aux tortures ordonnées par les dignitaires de la région, notre héros n'est plus qu'un être écartelé par des souffrances qui le poussent à s'en prendre à Dieu. Selon André Chouraki, poète ayant su rendre la poésie rocailleuse des versets bibliques, à qui l'on doit la traduction qui va être lue, jamais peut-être jusqu'alors, l'homme ne s'était analysé avec autant de ferveur, de passion et de vérité, pour exprimer ses doutes, ses tourments, sa détresse, ses angoisses, le tout dominé par une indéracinable espérance. Tu m'as séduit, Yahvé, et je suis séduit. Ah, tu m'as forcé, et tu l'as pu. Certes, je suis une risée tout le jour, tous se moquent de moi. Oui, au lieu de parler, je clame violence, et crie razzia. Oh, oui, la parole de Yahvé pour moi, flétrissure, dérision tout le jour. Je dis, je ne me souviendrai plus d'elle. Je ne parlerai plus en son nom. Et c'est en mon cœur, comme un feu brûlant captif en mes os. Je m'épuise à le contenir et ne le peux. J'ai entendu la médisance des multitudes, l'épouvante alentour. Dénoncez-le, et nous le dénoncerons. Tous les hommes de ma paix sont des gardes à mon côté. Il sera peut-être séduit. Séduit! Et alors, nous pourrons prendre de lui notre vengeance. Mais Yahvé est avec moi comme un héros violent. Aussi, mes persécuteurs trébuchent et ne peuvent rien. Ils sont fort blêmes, car ils n'ont pas été perspicaces. L'opprobre en pérennité ne s'oubliera pas. Ainsi, présentare. S'il fallait me rendre présent par l'action d'un seul poème,
ce serait sur l'enroulement d'un incendie, dégagé jusqu'aux marges et retourné au cœur de l'explosion. Une fois non pas donné, mais éprouvé. La conviction d'un grand brûlé. Laissons la dernière parole à l'oracle. N'est-elle pas ainsi, ma parole, comme un feu, comme un marteau qui fait éclater le rocher?